de pas détruire ma vie, regarde-toi fuir la tienne. Tous les soirs on frôle la mort, le lendemain on fuit la mer. Que je garde près de moi mes ennemis. Némir, bienvenue sur Bouscapé. Ouais, merci depuis le temps qu'on doit le faire là. Exactement. En 2013, tu te définissais en tant que rappeur inconscient, MC et freestyler. Tu sortais aussi de toute l'époque Buzz Booster et tout, parce qu'il faut savoir que tu es un mec qui a saigné les concours de freestyle et tout. C'est quoi la place de la scène et du freestyle dans ta carrière et ta vision de la musique? Bah là, l'une des plus grandes parties, en fait, moi, à cette époque-là, j'avais plus passé de temps sur la scène qu'en studio. J'avais plus passé mon temps à faire des freestyles, des sessions d'improvisation que des séances studio, à gratter des textes élaborés, à faire des enregistrements et à préparer des projets. C'est peut-être un peu mon côté un peu très sur l'instant, très sur le moment, un peu feignant aussi. J'aimais pas toutes ces contraintes. Moi, j'aimais bien sur l'instant. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et quand j'ai envie, j'ai envie. Donc, ce qui est cool avec les micros ouverts et les freestyleries, c'est que tu es là sur l'instant. Dès que tu sens que ça monte, qu'il y a une prod qui te plaît, tu dis passe-moi le micro, tu le prends et tu balances quelque chose qui te vient sur le moment, quoi, de façon sans filtre, quoi. Il y a aussi un truc que tu avais dit qui rejoint un petit peu ce que tu viens de répondre, c'est que tu pouvais... en fait, tu disais, je peux pas sans rien me mettre face à une feuille, il me faut la gimmick, le yaourt, le freestyle avant. C'est toujours comme ça que tu Ouais, procèdes? c'est toujours comme ça s'est précisé un peu plus. C'est-à-dire que maintenant, je peux passer 8 heures si j'ai pas un espèce de tracé de où je veux aller, que ce soit en matière d'émotion ou en matière de ligne mélodique ou d'environnement musical. Je peux passer 8 heures d'affilée devant ma feuille, il ne se passera jamais rien. Plus j'ai de choses assez précises, plus j'ai une vision assez précise, moins ça prend de temps. Ça peut mettre 15 minutes à sortir à partir du moment où je suis connecté avec soit la musique qu'on m'envoie, soit j'ai le flow qui rentre, qui me plaît. Ouais. Moi, plus tu me mets de cadre, en fait, et c'est dans la vie aussi que c'est comme ça, plus j'ai de cadre, plus je fais de choses. Tu disais aussi que tu créais jamais sur Paris, que tu enregistrais sur Paris, mais que tu devais presque te ressourcer à Perpignan pour avoir de l'inspi, en fait. C'est toujours le cas ou t'es... Ouais, c'est toujours le cas. Moi, je fais beaucoup de mes morceaux. Il me faut un cadre quand même assez protégé. Et j'ai la chance d'avoir un mec comme Enzo qui, lui, est quelqu'un d'assez dans la réserve, enfermé dans son bunker. Et avec un environnement très difficile d'accès. Il habite à 20 km du centre-ville de Perpignan. À Paname, j'ai un peu plus de mal parce que je vois beaucoup d'amis, je vois beaucoup de potes. On fait du son en studio, on écoute, c'est fort, ça part. Il y a toujours un pote qui fume, qui boit. Ça peut créer quelque chose d'exceptionnel sur un instant précis, sur un morceau précis qui demande peut-être cette énergie, mais sur quelque chose, on va dire, de plus sur le long terme, c'est un peu plus compliqué. Ouais, moi, j'ai besoin de calme et d'être en sécurité un peu, dans un environnement que je connais. Alors, il y avait aussi une déclaration qui m'avait marqué, c'est que tu disais « le rap, c'est un prétexte pour faire de la musique ». Ouais. Et que toi, en fait, ton approche, c'était d'abord faire de la musique pour la musique. Ouais. Et qu'il se trouve que ton éducation musicale, c'était le rap, donc tu étais parti dans le rap. Et je me disais, est-ce que c'est ça aussi qui explique ta nouvelle orientation, on va dire, artistique? Ouais, bien sûr. Après, je te jure, c'est vraiment des questions que je me pose pas. En fait, ça chemine. Je pense qu'on grandit tous, on chemine tous. Moi, je me laisse aller pleinement. Mais je savais que le rap, pour moi, c'était un prétexte pour faire de la musique. Mais j'adore ça aussi, le rap, et j'ai toujours adoré ça. Mais c'est vrai que c'était la première voie qui m'était offerte pour pouvoir commencer à faire mes premiers pas dans la musique. Et c'est vrai que, à l'époque, on n'avait pas les moyens, on pouvait pas s'acheter un piano. Le rap, c'était évident, quoi. Et autour de moi, tout le monde en écoutait. Les grands à qui je voulais plaire et tout, ils en faisaient. J'avais l'impression que c'était notre musique, quoi. Voilà. Et alors, sur un projet comme Ailleurs, il y avait un gros boulot sur les instrus qui, parfois, ralentissaient pour se fondre un peu les unes aux autres. Du coup, toi, tu taffes comment? Parce qu'on peut dire que Enzo, c'est ton binôme beatmaker. Ouais. Vous taffez comment ensemble? C'est vraiment un travail presque de groupe ou... Moi, je dis toujours à Enzo qu'en fait, on est une espèce de groupe qui dit pas son nom, en fait. Mais on a plusieurs manières de travailler en fonction des différentes périodes que l'on traverse. Là, on va dire que la période, comme on crée beaucoup de morceaux, on n'a pas beaucoup de temps et qu'on se connaît aussi, on est très efficace, on va très vite, on arrive. Je lui dis, t'as quelque chose à proposer? Il me dit, non, mais t'as une idée, dans quoi tu voudrais partir? On en parle, ça dure 20 minutes, il tape un truc. De toute façon, lui, franchement... il va très vite à l'essentiel, quoi. Il tape un truc, je dis j'aime bien le groove, il met un coup de clavier, je dis j'aime bien l'émotion, il met un coup de charlet, je dis ouais c'est super, ça s'emballe bien. Et j'écris et j'y vais, quoi. Et on accepte aussi, et je pense on est moins narcissique. Je pense qu'avant on se posait beaucoup trop de questions, on était un peu plus narcissique, mais un narcissisme très mal placé. C'est-à-dire qu'on voulait faire des choses grandioses, mais on ne savait pas non plus quelle forme elles allaient avoir, et on s'empêchait de commencer parce qu'on avait une vision peut-être un peu trop ambitieuse. Mais non, on s'en fout.
On arrive, on dit ok, il faut on livre ça aujourd'hui et on se laisse pleinement aller. Je trouve qu'on est devenu peut-être un peu plus généreux, un peu plus simple. Mais si c'est donnant, donnant, mon amour, faut qu'on apprenne à s'aimer autrement. C'est plus compliqué qu'avant. Alors justement, sur cette évolution musicale, donc maintenant, tu es clairement axé beaucoup plus sur le chant, avec alors des fois un côté presque acoustique. Je pense à même certains lives que tu as pu faire en vidéo et tout. Et c'est presque l'opposé de l'époque où tu faisais des sons très synthétiques comme Ratatat par exemple. Ouais, bien sûr que j'adore, mais il y en a encore, hein, Il attention. y en a encore un peu. Là, on dessine un peu un chemin, on n'a rien abandonné, bien au contraire, on additionne. Là, on présente un univers, j'avais envie que les gens aussi s'habituent à notre façon de faire de la musique, aussi au timbre, à la voix, qui a une espèce, pas d'attachement, mais une accoutumance qui commence à se mettre en place, parce qu'on ne me connaissait pas forcément sous cet angle, on m'avait entendu vaguement et j'avais envie, entre-temps, c'est un peu comme ça que j'ai envie d'exprimer les choses. Et je me suis rendu compte aussi que ça faisait très longtemps que c'était en moi, que ça faisait très longtemps que c'était le genre de choses que j'aimais. Et tu sais, entre le temps où on se nourrit des choses et le temps où on les digère et on peut les restituer, il y a, voilà, en fonction des uns et des autres, des mois, des années. Est-ce que du coup, quand tu as vu que Jocossi il retardait son album, tu t'es dit il m'a tout volé? Non, mais pas du tout. Mais je le comprends, je sais qu'on a on a peut-être, on se connaît un peu, et il nous arrivait de discuter pas mal de fois, et je peux comprendre son souci de la perfection aussi, et je pense que c'est la musique qui prime aussi. À un moment donné, si tu estimes que ça doit prendre ce temps-là, et après il y a le temps de la vie aussi, on ne connaît pas la vie des gens. Jock, il a sa vie à lui, moi c'était aussi un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a sorti le truc, le premier ailleurs, fin 2012, début 2013, on a tourné jusqu'à fin 2014, donc en 2015, retourné en studio. La musique change, elle évolue aussi, le temps d'assimiler, d'assembler, et le temps de réavoir envie. Moi, je sais que je suis quelqu'un de... Sur ça, je sais que je ne changerai pas trop. Je sais que... Si j'ai pas envie, ça peut durer 15 ans. Franchement, j'arrive pas, moi... Surtout sur la musique, je pense que on fait ça justement pour éviter d'avoir ce rapport-là, même si on a un rapport assez exigeant et qui nous implique fort. On y laisse, quoi, ce que je veux dire. C'est pas très léger, on n'est pas des papillons. Tu vois, à chaque fois qu'on fait un morceau ou un projet, on y laisse fort. Mais voilà, quand j'avais pas envie. Et dès que l'envie est revenue, c'est revenu vers 2017. C'est allé très vite. Et là, en 2018, je peux même pas dire que c'est une question... C'est boulimique, tu vois. Ça me dévore, j'en ai plus qu'envie. Donc je suis content aussi, j'aime bien passer par ces phases-là et les vivre en temps réel, quoi. Et tu culpabilisais pas trop par rapport au message des fans et tout, qui disaient putain Émir, quand c'est que tu reviens? Ouais, mais ça me renvoyait à ma propre culpabilité à moi, parce que c'est très difficile de s'asseoir et de te dire ça fait 6 mois que je suis assis là en fait, et que j'intériorise des sentiments, des émotions, que je matérialise rien. Après, j'en suis arrivé à la conclusion la plus simple, c'est mec, j'avais pas envie. Top. Et voilà. Et j'avais peur aussi parce qu'on oublie. Quand on perd l'envie, on oublie l'envie. On se dit qu'elle est partie pour de bon et qu'on la retrouvera jamais. Et ça, c'est vrai que c'est une angoisse. C'est comme des sensations qu'on perd, comme un sportif qui perd une sensation avec le ballon, avec, je sais pas, s'il fait de la course, ou avec un instrument. Et on va dire, ma plus grande peur, c'était de plus jamais retrouver la sensation d'envie et de plaisir quand tu te reconnectes, tu vois, avec tes... Parce que tout bouge quand tu fais du son, hein, vraiment, hein, à l'intérieur, tout. Donc du coup, pour la grande question qui se posait, à savoir... Est-ce que Némir, c'est un maniaque du perfectionnisme ou est-ce que c'est juste une grosse feignasse? Alors vraiment, je pense que vraiment ces deux choses peuvent cohabiter. C'est ça qui est le pire dans tout ça. C'est le paradoxe que... Mais j'ai lu plein de choses aussi sur la psychologie de certains artistes, etc. Je me suis intéressé à tout ça parce que ça me concernait. Mais il y avait énormément... La plupart des artistes perfectionnistes sont des grands paresseux aussi. Ça qui est un peu incompréhensible en fait. C'est des gens qui peuvent rien foutre pendant des années et qui peuvent déployer une énergie... ultra folle et presque surhumaine et maladive pour un peu compenser, tu vois, et je pense que je suis un peu les deux, ouais. Moi, quand je m'y mets pas, c'est une façon à moi de me protéger de ma propre maniaquerie aussi. Outre l'évolution musicale, il y a aussi l'évolution du look. Ouais. Puisque dans Smoking Kills, tu disais... Pas de jeans slim, on ne met que des grandes tailles, Et voilà. évidemment. Et là, je te regarde et je me dis, on a perdu le meilleur soldat. Non, mais ça fait 5 ans que j'ai trahi Smoking Kills. Je pense que 6 mois après ce freestyle, j'étais déjà sous Vans. Ouais, sauf qu'on ne s'était pas croisés avant. Mais j'étais déjà sous Vans et jean hyper slimé. Et je me souviens que je faisais tout le temps cette phase sur scène. Et on en rigolait, je montrais mon jean comme ça. Et je disais, t'as vu. Et est-ce qu'on peut parler de tes rapports avec Carlito et Gros Mo? Ouais. Mes rapports avec Carlito, il fait plus de son depuis 3-4 ans parce qu'il a pris une voie qui était différente. Il construit des baraques.
et il les revend, c'est bien plus Ça rapporte rentable. mieux. Ouais, c'est bien plus rentable. Et Gros Mo, bah, il est toujours là, il est toujours dans l'équipe, il est avec nous sur la scène, on produit ses titres avec Enzo. Il est pleinement investi dans mes projets, on a coécrit des morceaux. Enfin, il fait partie vraiment du trio qui réfléchit un peu au projet, quoi. Autant le mien que un futur projet de Gros Mo ou un projet de Enzo en solo. Et du coup, en termes de structure, qu'est-ce qui t'entoure actuellement, si tu peux? Ben, j'ai monté un label qui s'appelle Ailleurs Label parce que c'est ce projet-là qui m'a permis de faire ma première signature en licence chez Universal, Capitol. Et donc on m'a dit il faut monter un label. J'ai dit bah, c'est grâce à quoi qu'on a monté ce label Ailleurs Label. Allez. Et donc ouais, j'ai cette structure-là qui me permet voilà, de garder une certaine liberté artistique, de faire le lien entre moi et la major. Ça se passe très très bien. Je l'ai déjà dit plein de fois, à aucun moment on m'a foutu la pression parce que j'ai signé en 2013, j'ai livré un album en 2017. Ah oui, donc tu as le chef de projet le plus cool du monde en fait. Et je pense qu'il a entrevu aussi quelque part que, au risque de tout perdre, valait mieux peut-être accompagner une sensibilité et une démarche qui était la mienne et que ça pouvait donner quelque chose au final de bien plus constructif que de se mettre en opposition comme ça et d'essayer de me presser pour rien, quoi. Après c'est vrai qu'on est dans l'ère des youtubeurs, il faut sortir une vidéo par jour. Bah, désolé la famille. En parlant de ça, pourquoi tu mets tes clips en priorité sur Facebook? C'est un truc que tu as vraiment... Ouais, c'est un choix personnel, parce que je voulais bien faire comprendre que c'était pas des titres d'album, que mes titres d'album, je les avais sortis sur Vevo. YouTube Vevo, ouais. Sur Vevo, on a sorti le premier extrait, le deuxième. J'ai été absent tellement longtemps que je voulais un peu compenser ça, et je voulais aussi, j'avais tellement aussi évolué dans ma tête et musicalement aussi que je pouvais pas balancer 2 extraits et dire voici l'album, démerdez-vous avec. Non, je voulais aussi accompagner et aussi travailler autour. Moi, il est hors de question que je sorte un album à un moment donné où je sens qu'on peut aller beaucoup plus loin dans le potentiel qu'on a de rassemblement, de promo, de diffusion, etc. Et j'étais absent tellement longtemps que je voulais balancer bien plus de titres avant un album, histoire de me reconnecter aussi aux gens. J'en avais besoin aussi d'avoir des retours, etc. Et je voulais pas faire 12 singles avant l'album et balancer un album 16 titres où les gens découvriraient, je sais pas moi, 4 titres. Non. Alors il y a une phrase que tu disais sur Air Reinvented, c'est « je vais pas leur donner ce qui plaît ni ce qu'ils adorent ». Ouais. Et au final, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais ça résume un peu ton parcours et ton virage. Parce que si tu avais été, on va dire, plus dans l'évidence ou la facilité, en fait, tu aurais fait un album de Kicker il y a 4 ans, je pense. D'ailleurs, oui, pour achever de dégoûter les fans qui nous regardent, est-ce que c'est vrai que tu as jeté plein de morceaux qui sortiront jamais? Alors franchement, je pense le truc qu'on a fait le plus avec Enzo, c'est effacer des morceaux, les jeter, leur cracher dessus, les maudire. On en a jeté plus d'une 50aine, je pense, même plus. Hein. Et je parle même pas des premiers jets où tu passes une après-midi à en faire 3 et là, tu parles de morceaux finis. Je parle des morceaux où il y a 60% au moins, quoi. Je pense que je suis un peu comme ça, je recule toujours un peu quand il y a une porte un peu trop grande ouverte. J'ai peut-être un peu trop peur. Je pense que quand je suis arrivé avec le Ailleurs, c'était bien, tous les signaux étaient ouverts. Qu'est-ce qui nous manquait pour essayer de transformer? On avait le Major, on avait l'Avance, on avait l'environnement des artistes qui avaient leur lumière aussi. Mais je sais pas. Voilà. Dès qu'il faut péter, nous, on recule. Un peu moins maintenant, mais c'est vrai que c'est pas une priorité. C'est-à-dire que moi, ça me dérangerait pas de marquer des gros coups. Et ça serait bien... ça motiverait tout le monde, mais ça me cannibalise pas. Et c'est pas la priorité. Je pense que la priorité, c'est surtout de faire du son, de se renouveler, d'être créatif, de faire des gros sons. Et normalement, si les choses sont logiques, ça peut amener la suite, mais il faut pas oublier pourquoi tu fais ça en fait. Je fais des efforts, dans ma tête je me répète, faut les baiser fort. On est beaucoup trop déter pour se laisser faire. Y'a que pour les frères que j'ai de la ce fort. Pélo pour survivre en déjà bravo parce que t'aurais pu sombrer dans le R&B. Et en fait non. Mais il y a des morceaux de R&B que j'aime bien, hein, attention. Ah ouais, non, mais je sais, mais c'est bon, il y en a déjà trop, quoi, tu vois. Peut-être, mais un peu moins maintenant. Je trouve qu'il y a quand même, un couloir assez libre et on pourrait créer un R&B 2.0 par exemple, tu vois. Ah ouais, ça, pourquoi pas. Avec des placements de trap, un peu d'autotune. Ouais, bah après voilà, t'es resté quand même, on va dire, t'as enlevé ton bonnet, mais t'as pas mis un fer à lisser non plus, tu vois. Je pense qu'on reste nous-mêmes jusqu'au bout, malgré tout. Même si on fait un effort, l'effort il est jamais très loin de celui qu'on est réellement, quoi. Il faut pas... Donc du coup, ça va, on va pas te voir sur scène chanter pieds nus. En mode rasta et avec des chansons qui rassemblent. Tu sais, moi, en vrai, je te jure que j'ai moins de préjugés que ça, j'en sais rien, en vrai. J'essaie juste de rester dans mon périmètre. Mais après,
je peux côtoyer énormément d'artistes, moi, qui ont des visions opposées. À partir du moment où derrière, quand même, j'estime qu'il y a un peu de substance. C'est vrai que quand ça manque de substance, ça m'intéresse pas trop. Mais tu serais surpris de ce que je peux écouter. Il y a des fois, ça crée des débats dans mon équipe. On me dit, mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas aimer ça. Je sais pas, moi j'écoute énormément de trucs, des trucs les plus pointus. Je peux écouter Snarky Puppy, qui sont des musiciens incroyables. J'adore Migos, j'adore la trap, j'adore les trucs même un peu rail, à la Algérino. En fait, j'aime bien les écoles et j'aime bien les leaders de ces écoles-là, en fait. Tu vois? C'est ce que j'aime. Ce que j'aime pas, c'est surtout le Côté suiveur. à mort. Alors si on se penche sur Deezer et Sacer, donc Deezer qui est plus chant-guitare. Ouais. Enfin, il y a 2 versions, on en a fait une 3e aussi, mais... Ouais, voilà. Et donc avec, on va dire, pour être très large, le thème de l'amour. Sacer qui, lui, plutôt a une rythmique un peu planante, très R&B d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Et je me demandais, en fait, est-ce que tu as consciemment des influences sur ta nouvelle orientation chantée, ou non, tu le fais au feeling comme quand tu rappais et tu ne te prends pas forcément compte de ce qui peut te... Alors vraiment, c'est énormément au feeling, parce que je pense pas qu'on puisse arriver au studio en se disant j'aimerais faire un morceau comme ça. C'est déjà installer un cadre assez rigide et qui peut te bloquer. C'est vraiment dans ce que j'écoute, et tu te rends pas compte quand tu écoutes énormément de choses et quand tu vis aussi dans le monde moderne. Ça fait partie de toi, et donc forcément ce que tu exprimes englobe ça aussi, tu vois. Donc non, c'est naturel, c'est Enzo qui balance un beat, il y a Gros Mot dans les parages qui me dit tiens écoute ça, et ce flow il pourrait pas aller là. Je dis ah ouais, j'aime bien. Ça, on interagit et ça donne un morceau, mais sur le moment on sait pas que ça va être un titre qu'on va sortir, qu'on va clipper, on sait même pas s'il fera partie de l'album. Mais ouais, non, c'est ultra naturel, ultra spontané, ça part. Parce que je me rappelle que, alors maintenant ça date de pas mal d'années, mais donc c'était une vieille interview où on te demandait pareil tes influences et tout, et hors rap, tu citais beaucoup de soul et de rhythm and blues. Genre il y avait, par exemple, il y avait Isaac Hayes, il y avait aussi de la new soul, il y avait Erykah Badu, D'Angelo. Je pense que c'est ce qui m'a marqué le plus. La soul, j'ai découvert après la new soul. Okay. C'est d'abord la new soul qui m'a racolé vers le registre, et ensuite j'ai dit ouais mais qui sont leurs pères, parce que quand je lisais des interviews des D'Angelo, d'Erykah Badu, tout ça, je voyais dans les interviews qui citaient un tel, et là je me suis dit ah tiens, il faut écouter le père spirituel ou la mère spirituelle de ces gens-là. Et alors il y a aussi un truc, c'est, je sais pas si tu l'as senti, mais quand tu es revenu avec notamment le clip Deezer, beaucoup de rappeurs ont relayé, et j'ai eu l'impression que tu étais un peu devenu, tu sais, le chanteur préféré des rappeurs. Des rappeurs, ouais. Bah, pendant un moment donné, on disait le rappeur préféré, ton rappeur préféré, après on disait le chanteur préféré des rappeurs. Non, je pense que la plupart ils sont bienveillants et ils aiment la musique plus qu'on ne l'imagine aussi. Et peut-être qu'ils ont bien aimé aussi le parti pris, en fait. Je pense que la plupart des artistes, autant que le public aussi, ils aiment bien les partis pris, en fait. Et alors du coup, ça correspond aussi à une petite période où certes tu ne sortais pas de projet, mais tu faisais quand même quelques featuring, notamment Princesse de Nekfeu. Et d'ailleurs, est-ce que du coup, suite à la SACEM de ça, tu as pu partir en vacances pendant 2 ans? Ça m'a pas mal aidé, ouais. Non, c'est vrai, ça m'a pas mal aidé. Ça m'a aidé à un peu moins me speeder, à me remotiver, tu vois. En fait, ça m'a entretenu, pas des masses, c'est un truc de fou, mais ça t'aide toujours et ça associé à d'autres petites choses et tout, ça t'aide peut-être, si t'es un peu feignant par moment, ça t'aide à te dire ouais mais ça va, il y a rien d'urgent. Et t'es toujours un peu proche de l'entourage, parce que c'est vrai qu'à une époque, on te voyait, enfin quand tu venais sur Paris, on te voyait beaucoup bien avec eux, il y avait le feat avec Dean aussi, même s'il vient du sud à la base. Et toujours... Bah c'est des amis, ouais. Ah oui, c'est des amis, Dean, je l'ai tous les jours au téléphone, tous les 2 jours, on parle de tout, de n'importe quoi. Ken, chaque fois qu'il est dans le secteur. Alpha, pareil, ouais, non, mais vraiment, avant-hier, je suis allé voir Jazzy Bass dans son studio parce qu'il prépare son album. Et alors aussi, il y a longtemps, tu disais écrire à partir de sonorités plus qu'à partir du propos. Est-ce que c'est toujours le cas? Et est-ce que, consciemment ou pas, bon, c'est un peu dur comme question, est-ce que tu penses que c'est ça qui a pu te mener au chant, parce que c'est la manière la plus naturelle de coller à une mélodie? Alors ouais, c'est ça qui m'a mené au chant, mais j'ai changé un peu de méthodologie parce que c'était une méthodologie beaucoup trop contraignante. Avant, je faisais un yaourt mélodique avec un certain nombre de sonorités. Et je me forçais à écrire en respectant la structure mélodique, plus les sonorités. Et je me suis rendu compte, là, il y a peut-être 1 an, que c'était complètement idiot, qu'une mélodie forte restait une mélodie forte, qu'importe la sonorité, et qu'il fallait que j'enlève ces barrières-là pour quelque part laisser parler un petit peu plus mon naturel. Et le hasard aussi, quand tu écris, il y a aussi une part de hasard. Moi, je ne sais jamais sur quel thème j'écris. C'est à la fin que je me rends compte qu'il y a un thème, je ne sais jamais. Et c'est quand j'écoute ça
2-3 heures après ou le lendemain où je me dis, ah mais en fait il y a un sujet. On reste soi-même, donc quelque part on dit rien pour rien, on passe pas d'un état à un autre au hasard, non, ça reste quand même assez lié. Donc c'est ça qui fait le thème au final. Et du coup, est-ce qu'on peut espérer te revoir, parce que là j'imagine que tu es concentré sur ton projet et tout, mais vu que tu as quand même, comme tu as dit, pas mal d'amis dans le rap, est-ce qu'on peut espérer te revoir en feat, que ce soit pas forcément en Monsieur Refrain, parce que je pense que Joker t'a volé ton taf à ce niveau-là. Ouais, mais non, mais c'est bien, on se transmet aussi. Et il le fait bien aussi. Enfin. Mais c'est des trucs voilà, qui sont dans les tuyaux, qui peuvent arriver. Ouais, honnêtement. Bah là, il y a pas mal de feats, il y a pas mal d'albums sur lesquels j'ai posé, il y a pas mal d'invités que j'ai invités sur mes différents projets. Et du coup, vu que tu as quand même ce côté très spontané, est-ce que parfois le kickage pur et dur te manque? Oui. Et il me manque moins qu'à toi, parce que moi je sais, ces derniers jours, j'en ai calé pas mal sur certains morceaux, etc. Tu vois. Moi j'ai cette info-là en fait. Mais oui, quand pendant une longue période, il m'arrive de faire de la musique, ce que j'appelle la musique élaborée, ou un peu plus profonde, un peu plus dense, il y a des moments donnés, ça me sort par les oreilles, je veux quelque chose de beaucoup plus primaire, de premier degré, c'est balance, c'est boum et on y va. Ben oui. Ton projet à venir, alors il me semble que c'est mi-avril. Ouais, on sort un projet qui va s'appeler Hors Série, qui regroupe mes hors-séries, où il y aura des inédits dedans. 13 avril. 13 avril. Voilà, exactement. C'est aussi ça d'avoir signé. Voilà. T'es entouré. Ouais, voilà. Ouais, mais vaut mieux. Et ça aussi, ça m'a permis aussi de faire des hors-séries, ça m'a permis de me mettre dans un cadre aussi pour tenir un rythme. Parce que moi, je m'écoute, on fait un son, je l'écoute 2 jours. Pour moi, je l'ai digéré, ça sert plus à rien de le sortir en fait. Je me dis, pour moi, j'ai l'impression que le public, il l'a digéré comme moi je l'ai digéré. Je l'ai écouté 100 fois en 2 jours et je me dis, waouh. D'accord. Donc les hors-séries, c'est nickel parce qu'on arrive en studio, on a une journée avec Enzo, le lendemain, j'appelle le réal et j'ai 2 jours quand le réal il est dispo et qui me dit, viens, on va clipper. Donc la dernière fois, le dernier clip qu'on a fait, il me dit, viens, on rentre dans ce bar, on rentre dans le bar, et on se cale et on repère le patron comme ça de loin. Il me dit, c'est lui, je crois, le patron. Je dis, ah ouais, ça se voit que c'est lui et tout. Et à la fin, on est allé le voir, on lui dit, ouais, désolé, on aimerait tourner un clip et tout. Il me dit, ouais, quel mois, tout ça. On lui dit, demain. Le mec, il dit, demain. Je dis, ouais, demain. Je dis, mais c'est un truc bien et tout, on a besoin de 2 heures. Et on a fonctionné pour les hors-séries que comme ça. Que comme ça, d'accord. Vraiment, et on a obtenu des lieux incroyables que comme ça. Alors il y a eu un morceau où en fait tu étais en featuring, c'était un morceau de Gros Mots, il me semble, Ouais. qui s'appelait Malsain, qui est sorti Ouais. en 2016, qui a été, je crois, le premier vrai gros choc pour tes fans de la première. Ouais, Qui c'est avaient, ah, donc maintenant il va faire des trucs comme ça. Donc Électro. t'en avais certains qui étaient Ouais. désespérés, d'autres Ouais. qui disaient, oh si, pourquoi pas. Ouais, machin. ouais. M'en bats les couilles de ton avis, ce que tu penses de ma vie, je t'emmerde. J'aime pas ce que tu fais, mais si on se croit, je te dirai. Est-ce que c'était voulu de ta part de faire une sorte de retour inopiné comme ça? Pas du tout. Je suis dans le train, je rentre de Paname, je suis dans le train, gros, il me dit, on a fait un nouveau son avec Enzo. Il me balance ce son, il y a 2 couplets. Je fais un texto, je dis, je m'en fous, je pose. Il me l'a envoyé, moi j'étais un auditeur à ce moment-là, et j'ai adoré écouter ce track, j'ai adoré. Et ce qu'il racontait, c'était tellement horrible et dégueulasse, j'ai dit, moi je veux en faire partie de ce truc. Mais quand même, est-ce que pour rassurer certains fans, tu pourrais quand même confirmer que t'écoutes pas du Christophe Maé? Bah non, parce qu'on m'a taxé de Christophe Maé plein de fois, ouais, j'avoue. Ouais, sur le premier des heures à la guitare, là, non mais 2-3 extrémistes de la religion, de la musique, qui m'ont traité de ah, allez, Christophe Maé. Une guitare et une voix, Christophe Maé. Alors qu'il y a des mondes entre les influences. Et alors sur le dernier, au moment où on enregistre, que tu as dévoilé, donc qui est Sayan, Ouais, alors tu dis 3-4 albums et on s'en va. ouais. Mais du coup, parce que pour toi, vu les délais, ça peut vouloir dire qu'en fait... Ouais, mais vu mes nouveaux délais, méfie-toi, je suis devenu quand même quelqu'un assez boulimique, ça peut aller très très vite cette histoire. Donc du coup, est-ce que ça veut dire que maintenant, tu es vraiment parti sur un rythme... Ah ouais, et c'était une façon pour moi de dire que... En fait, moi on me connaît pas vraiment, on me connaît comme quelqu'un qui est apparu en 2012 et 2013 et qui a disparu. Donc on se fait une idée, on se dit, ah ouais, c'est un mec, il met 10 000 ans à faire un disque. Alors que pas du tout, c'est un concours de circonstances. Mais 3-4 albums, on s'en va, ouais, c'est une façon pour moi de dire... Je sais qu'à un moment donné, on n'aura plus rien à dire, plus rien à exprimer. On n'est pas des forceurs, quoi. Et alors du coup, pour finir, ce qu'on peut attendre de, on va dire, ton projet, mais normalement, il y en a un qui suit derrière, si j'ai bien compris. Ouais. Donc on va dire tes 2 prochains projets. Oui, il y a un album quand même qui est prévu, qui va arriver, mais... Il est bouclé là ou... Ouais, je l'ai rendu en mai dernier, mais bon, entre-temps, il évolue, et tant qu'il part pas à la presse, je me réserve le droit de faire évoluer des choses, mais ça change pas au propos. Il y a toujours des morceaux, par exemple, dans un album, tu auras toujours des morceaux qui traversent les années, et j'en ai quelques-uns qui ont traversé au moins une année, quoi. Donc ça, c'est cool. Alors du coup, pour les auditeurs, ils peuvent s'attendre à quoi? Est-ce que ça va être un mix de tout Némir, c'est-à-dire le côté kicker plus le côté maintenant?
Est-ce que c'est plus orienté sur les 2 extraits qu'on a eus? Même en termes de couleur musicale, si tu veux. Fidèle à ce que j'ai l'habitude de faire, honnêtement. Hein. T'as déjà une tournée de programmée, de prévue, parce que vu que la scène, c'est central pour toi. Alors là, on commence à faire des dates. On va faire 2 ou 3 dates par mois, je crois, avant d'annoncer l'album. Et ensuite, une fois qu'on annoncera l'album, je pense que ça sera... Ouais, je pense qu'on va caler une vraie tournée. Là, mais là, on a déjà une pré-tournée là déjà. Du coup, c'est la config qu'on a pu voir un petit peu dans certaines vidéos, Ouais. avec un groupe, Ouais. live et tout. D'accord. Ouais. Mon amour, faut qu'on apprenne à s'aimer autrement. Ici c'est donnant, ici c'est donnant. Mon amour, faut qu'on apprenne à s'aimer autrement. Ça va ou Trop quoi? cool. Et on a fait un espèce de mix entre les deux. On a essayé au niveau des sonorités de pas non plus s'enfermer dans quelque chose de cheapos un peu où genre ouais, je suis dans la vraie musique maintenant, tu veux venir tes potes musiciens et t'es là et tu te la racontes. Et, ouais, tu fais du grand art. Non, pas du tout. Ça reste quand même assez. Il y a ce groove, il y a ce swing. On a essayé de garder l'énergie du trio de l'époque, moi Gros Mo et Everydays à la machine, et d'ajouter de la musicalité à tout ça. Mais il reste quand même la base assez énergique, quoi, on va dire. C'est bon pour moi, à moins que tu aies un dernier mot à rajouter. 13 avril, et l'album, on annoncera la date bientôt. Et je suis chaud et je suis là pour de vrai et on part pas. Regarde pas détruire ma vie, regarde-toi fuir la tienne. Tous les soirs on frôle la mort, le lendemain on fuit la mer. Que je garde près de moi mes ennemis, tout possible ma mère. Pour ça on mettra son ça, en vrai ça sert. Si t'as des parents plutôt sévères, en vrai ça sert.